Alors, je vais vous présenter maintenant Ludovic Millet, qui est notre nouveau président chez ePipine. Mais bien entendu, il a une expérience avant d'être arrivé chez ePipine en tant que DRH, gestion de talent, etc. Mais il va vous expliquer tout ça tout à l'heure. Et il a eu l'occasion d'utiliser nos tests bien avant d'être président d'ePipine. Et c'est là-dessus que je vais l'interroger. Comme vous le savez, donc, nous avons bien entendu développé cette batterie de tests de personnalité, sensibilité, confiance en soi, caractère, comportement et de talent caché, bien souvent. Et donc, je vais me permettre de demander son retour à Ludovic en tant que DRH et gestionnaire de talent. Donc, Ludo, est-ce que tu pourrais te présenter, donc nous parler de ton expérience de DRH, de gestion de talent, du recruter autrement. Volontiers. Merci Hervé. Déjà, merci pour l'invitation à échanger. Effectivement, avant ePipine, j'ai été DRH, j'ai été directeur des talents, que ce soit talent acquisition, donc toute la partie recrutement, ou talent development, au sens du développement des compétences des collaborateurs. Et ça, depuis, en alternance, on va dire une vingtaine d'années. Donc j'ai effectivement eu l'occasion de découvrir ePipine d'abord il y a un certain nombre d'années lors d'une table ronde qu'on avait faite avec Lilia Rechetniak sur les surdoués en entreprise. Et puis comme on était vraiment très alignés sur la vision, j'ai rencontré Hervé et puis on n'a pas perdu le contact depuis je crois que c'était vraiment les tout débuts d'ePipine. De mon côté, ce qui m'a toujours intéressé, c'est de faire en sorte que les collaborateurs se connaissent bien pour que les RH que j'étais et que j'encadrais aient une vision la plus fine possible de qui sont les collaborateurs ou qui sont les candidats pour qu'on arrive à avoir une bonne adéquation. J'allais dire matching, mais c'est pas très français, une bonne adéquation entre les aspirations et les compétences naturelles de la personne et le projet d'entreprise et son besoin en compétences. Donc c'est sur cette base-là que j'ai eu envie de recourir, avant de connaître ePipine ou avant qu'ePipine existe, déjà depuis longtemps à des tests et notamment à des questionnaires de personnalité. Et quand j'ai découvert ceux d'ePipine, je les ai trouvés particulièrement adaptés aux besoins que j'en avais. D'accord. Alors, quel est l'intérêt justement pour les collaborateurs et pour toi, donc en tant que DRH, de faire un bilan de personnalité et de talent? Et quel est le bénéfice pour l'entreprise? Alors déjà, je pense que le bénéfice est mutuel. Et ça, c'est important à préciser. Je pense qu'en termes d'état d'esprit et de façon d'aborder ce bilan de personnalité, c'est autant un cadeau et un vrai plus pour l'individu que de bien se connaître et d'avoir une connaissance qui soit plus objective, plus fine, avec une dimension scientifique aussi, hein, donc qui va assez peu prêter le flanc à la critique parce que c'est quelque chose qui est carré et qui est bien construit, de se connaître soi-même, savoir quel est son mode de fonctionnement, décortiquer les réactions qu'on peut avoir dans telle ou telle circonstance. Et c'est de la même manière tout autant utile pour l'entreprise, puisque ça va permettre deux choses. Ça va permettre d'une part d'identifier si la personne est a priori au bon poste actuellement ou futur, si on parle de candidat, et de l'aider à développer les compétences qui sont clés par rapport au rôle dans lequel elle est ou dans le rôle qu'elle vise. Donc cette connaissance de soi et du collaborateur, à mon avis, est vraiment clé. Et quand on regarde des sujets un petit peu en avance hein, sur ce que les RH ont à faire, on parle, désolé, je ne l'ai pas en français, de Strategic Workforce Planning. L'enjeu pour l'entreprise est de, en permanence, avoir les bonnes compétences au bon endroit. Et ça, on ne peut pas le faire si on n'a pas cette connaissance intime des talents, des compétences
techniques et soft skills, parce que bien entendu, il faut parler des compétences comportementales qui sont au moins aussi critiques que les compétences techniques. Et oui, vraiment, pour moi, c'est un indispensable en RH que de maîtriser ça. D'accord, donc quelque chose qui va au-delà de l'entretien qu'on peut avoir, de l'entretien annuel par exemple, qu'on peut avoir avec le collaborateur. Donc on obtient des résultats, des informations un petit peu plus carrées, comme tu disais, peut-être des pistes à explorer, quoi. C'est plus que ça, oui, je pense que non seulement ça permet de soutenir, au sens du support, l'entretien annuel. L'entretien annuel, il a deux objectifs. Le premier, c'est de faire un bilan de l'année écoulée, et le deuxième, c'est de se projeter sur l'avenir. Si on ajoute la dimension connaissance de soi et aspiration, alors on est très fin dans l'analyse et dans la projection. Analyse du passé, ça peut permettre d'expliquer pourquoi un collaborateur est peut-être pas aussi performant qu'il le souhaitait. On verra très bien qu'en fait, il n'avait pas toutes les qualités et compétences requises pour le poste de façon objective. Je pense que vraiment le mot-clé, c'est ça, c'est d'objectiver la connaissance du collaborateur et de la même manière de penser à l'avenir et d'aider le collaborateur et l'entreprise à identifier la bonne adéquation pour un prochain poste ou pour une prochaine évolution en mettant ça dans une logique de parcours. Ça correspond à ce qu'on appelle en entreprise des assessments, alors qui sont en temps normal réservés généralement à des cadres d'assez haut niveau, et c'est aussi ce qui m'a plu avec la démarche d'EPPIN, c'est de rendre ça accessible pour qu'on puisse le faire avec un plus grand nombre de collaborateurs. Et c'est dans ce contexte-là d'ailleurs que j'ai utilisé les questionnaires de personnalité d'EPPIN. D'accord. Merci. Alors bon, on a parlé des collaborateurs d'entreprise, mais l'entreprise recrute. Donc quel est, selon toi, donc l'intérêt pour une entreprise qui recrute par rapport aux méthodes habituelles, le CV, un entretien oral, donc de faire ces bilans de personnalité soft skills. Effectivement, le collaborateur qui est déjà dans l'entreprise, on peut partir du principe qu'on le connaît. En tout cas, il travaille déjà dans l'entreprise, il a des collègues, il a un manager, on a un feedback plus ou moins structuré, mais en tout cas, on a déjà une source d'information qui provient de l'expérience du collaborateur en entreprise. Quand on est dans une situation de recrutement, on ne connaît pas le candidat du tout. Donc le candidat va se présenter au travers de son CV, d'un entretien ou de plusieurs entretiens, c'est assez rare qu'on n'en fasse qu'un seul, pour apprendre à connaître un petit peu mieux la façon que le collaborateur ou le candidat a de s'exprimer, de se présenter, etc. Mais comme on ne le connaît pas, le besoin d'objectiver cette connaissance est encore plus fort que dans le cadre d'une évolution interne. Donc tous les points que j'ai évoqués vis-à-vis du collaborateur qui rendent déjà ultra légitime et pertinent le fait de faire des questionnaires ou des bilans de personnalité se retrouvent, et surtout encore plus dans le cadre du candidat précisément parce qu'on n'a pas cette connaissance mutuelle d'ailleurs du candidat et du candidat vers l'entreprise. Donc c'est un bon moyen de faire le matching entre les besoins de l'entreprise et les talents des candidats, puisque justement, comme tu le disais fort justement, ça permet d'objectiver ce qui souvent reste un petit peu subjectif, quoi. Oui, juste si je peux compléter un point, je me suis rendu compte qu'au fil des années, pour avoir encadré un grand nombre de recruteurs, beaucoup des recruteurs, notamment côté manager, ont tendance à se focaliser sur la dimension maîtrise technique du poste. Est-ce que la personne que j'ai en face de moi a toutes les compétences techniques requises pour le poste? Or, ce qui va faire le succès d'une personne dans l'entreprise, c'est clairement pas que sa maîtrise technique. C'est aussi ses aptitudes comportementales et c'est cette capacité à s'intégrer dans une équipe,
à collaborer avec ses collègues, à collaborer avec son manager. Et ça, c'est pas de la compétence technique, c'est de la compétence comportementale. Donc, on a encore plus besoin d'évaluer objectivement, parce que là, on parle d'une matière qui est quand même à la base très molle et très subjective, cette dimension comportementale, et les questionnaires de personnalité sont l'outil absolument indispensable pour ça. Je ne connais pas d'autres moyens, même en entretien avec des recruteurs très expérimentés, d'arriver à évaluer l'ensemble des compétences comportementales dont on a besoin, et au-delà, celles qui sont dans le nice to have, c'est-à-dire tout ce qui est en plus et qui va venir apporter un supplément d'âme, d'authenticité, de singularité du candidat. Ben ça, on va pouvoir le détecter au travers du questionnaire de personnalité, parce qu'on ne va pas simplement cocher les cases du profil de poste, on va aussi ouvrir le champ de la discussion sur toutes les autres compétences que le candidat possède et qui pourraient être utiles pour l'entreprise. D'accord, ben, merci beaucoup. Alors, sur une petite question subsidiaire, si tu veux bien, c'est en quoi est-ce qu'un bilan de personnalité et de talent, de soft skills, peut aider l'entreprise à réduire ses risques psychosociaux, savoir donc dépression, burn-out, mais aussi bore-out. Qu'est-ce que tu en penses? En quoi ça peut aider? Ben ça peut clairement aider, parce que quand on analyse, ça forcément en tant que DRH, c'est un exercice auquel je me suis et on doit se prêter régulièrement, quand on analyse les motifs qui amènent un collaborateur à être exposé, à générer un risque psychosocial qui peut, comme tu viens de l'évoquer, l'amener à un burn-out ou autre, détecter le risque d'être mal à l'aise dans son poste, de mal gérer la pression, de mal gérer son environnement. On peut le voir grâce au questionnaire de personnalité, parce qu'on va pas seulement regarder la personnalité du collaborateur concerné, mais aussi le mettre dans le contexte de l'environnement dans lequel il travaille. Et si on identifie qu'il y a un risque en amont, et justement, c'est notre enjeu, c'est d'anticiper ça. Détecter le risque en amont, c'est se dire que le collaborateur a besoin, par exemple, d'un environnement qui soit peut-être plus bienveillant, peut-être plus dans la transparence ou autre, et qu'aujourd'hui, l'équipe dans laquelle il est ne peut pas lui convenir, alors on va prévenir le risque. Et c'est notre enjeu, c'est de prévenir le risque et de mettre ensuite en place toutes les actions correctives qui vont de crever l'abcès, mettre les personnes autour de la table, jusqu'à envisager de proposer un autre poste au candidat, enfin au collaborateur. Donc la palette des solutions derrière est connue, hein, on la pratique déjà dans l'entreprise. Tout l'enjeu est d'anticiper. Et les questionnaires de personnalité, je trouve, sont d'un secours extrêmement bénéfique, parce qu'ils permettent d'identifier que le collaborateur est ou n'est pas dans l'environnement qui lui convient. Et s'il n'est pas dans l'environnement qui lui convient, eh ben on sait qu'on s'expose à un risque, enfin des risques psychosociaux. D'accord. Et alors, dernière question, subsidiaire aussi, mais très importante, c'est, alors tu as fait passer pas mal de tests à des collaborateurs d'entreprise, mais aussi à des candidats. Est-ce que tu dirais que les bilans IPPIN correspondent bien à ce que tu sais de la personnalité des personnes que tu évalues? Est-ce que ça correspond bien? Ça correspond très bien. Alors, je vais le remettre en perspective de la très très large panoplie de tests et de questionnaires de personnalité que j'ai utilisés avant d'utiliser ce IPPIN. Je trouve que la plupart de ces questionnaires ont des vertus indéniables, notamment sur l'identification, par exemple, du comportement du collaborateur. Donc ça, on le retrouve assez bien. Sur les ressorts psychologiques aussi, il y a des tests qui sont bien, comme MBTI, DISC, ProcessCom, qui vont aider à identifier pas mal de ces aspects-là. Mais je l'ai trouvé jusqu'à présent incomplet. Moi, ce qui m'intéresse dans la connaissance du candidat, c'est de connaître son mode de fonctionnement complet, pas simplement
dans son rapport à l'autre. Et quand j'ai vu que ePeopin proposait des tests, par exemple, sur l'estime de soi, sur la connaissance de soi d'une façon générale, sur les talents et les soft skills, je n'avais pas identifié, moi, de tests qui me permettaient d'identifier les talents et les soft skills avant, de la même manière que j'avais pas alors le profil comportemental, je l'avais de façon très biaisé quelque part sur les tests. Je pense à DISC par exemple qui est très en vogue en ce moment. DISC est très auto-centré. Donc, il permet de faire une photo de l'individu, mais pas de le mettre en perspective dans son environnement. Alors que quand on a le profil comportemental, qui est l'un des tests d'ePeopin, il va nous aider à identifier quels sont les ressorts de l'individu dans son ouverture sociale et dans son ascendant social. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement utile, notamment quand on fait des assessments de manager, parce qu'on va être capable d'identifier si on a un manager qui est plutôt dans la collaboration, ou est-ce qu'il est au contraire plutôt dans la directivité. Et ça ne ressort pas dans les autres tests. Donc, c'est pour ça que j'utilise, alors c'est peut-être plus facile aujourd'hui pour moi et plus naturel en tant que président d'ePeopin, mais je continue, j'ai d'autres activités, je continue de faire beaucoup d'assessments à côté, et clairement je ne me pose même plus la question aujourd'hui. Je prends les tests d'ePeopin parce qu'ils vont me donner une vision à 360 degrés de l'individu, là où j'avais peut-être 180 degrés avec les meilleurs des tests avant. Eh ben, écoute, merci beaucoup pour ton témoignage, pour tes retours enrichissants. Écoute, je vais te souhaiter une bonne journée et puis je vais te dire plutôt à tout à l'heure d'ailleurs. Merci beaucoup et à très vite. Ouais. À bientôt.